Nous allons charger pour donner un coup de départ, pour attirer le restant de la foule qui ne s'est pas rendu encore. Excuse-moi Gaillard, on va t'interrompre 2 secondes. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Acura grise ici? C'est quoi? C'est bon? Pas personne dans vous autres? J65, ZPG, ça dit rien? C'est bon, vous pouvez continuer? Si nécessaire, on peut la détruire. C'est la prochaine étape, moi, t'avoues bien franchement. C'est bien long pour faire tous les gars. On a malheureusement insuffisamment de boulets, mais bien ça va faire assez de dégâts pour être dérangeant. On filme la boule. Ah ouais? Au moins, la tête de nez, nous autres avec. C'est bien fort! Allez, on bouge les oreilles.
Ces manœuvres-là, vous venez de voir là, sur le champ de bataille, on effectue ça souvent. Des fois, on va en construction, puis on est pas mal plusieurs constructeurs. Là. On passe en 3 rangs, une trentaine de groupes. C'est important pour trouver les compagnies selon la position de la vie sur le champ de bataille. À l'époque, comme on le voit dans les films, ils étaient en rang serré. Tout. Pourquoi? Parce que le fusil de pion, ça ne tire pas plus loin à peu près que 40-50 mètres. Bon, c'est ça, les balles, ça va partout. C'est configuré que tout en même temps, ils tiraient tout en même temps. Il y avait plus de chances de poigner quelqu'un au bord qu'un gars qui tire tout ça. Quand vous voyez des films d'époque, là, les gars qui visent avec son fusil et tout, là, c'est Hollywood. Oui. Oui, madame, tout fonctionnait au tambour. Comme Québec à l'époque de la colonie. Québec était une ville militaire. Le réveil, tout se passait avec le son du tambour à Québec. Non, tambour. L'erreur, c'était un peu tard aussi. En pleine bataille, pardon, est-ce qu'il fallait qu'attendre que le tambour donne les coups puis que l'autre soit donné pour tirer? Oui, parce qu'il y avait assez de bruit et tout, là, c'est pour ça que le tambour, tout est réglé au son du tambour. OK, c'est pas je me dépêche puis je tire. Non. Il faut attendre que tout le monde sait s'appuyer. À moins qu'il y ait eu l'ordre que je donne, que l'officier donne, il peut à volonté. Là, il tire comme il veut. Ça dépend de l'officier, qu'est-ce qu'il décide selon le temps. Merci. Mais tout fonctionnait par le tambour. Et voilà, madame. Il avançait à 50 mètres face à face, là, il voyait les endroits en avant, là, puis c'est ça. En réalité, c'est pas les morts qui faisaient vraiment gagner une bataille, c'était le premier côté qui sauvait son blindé, qui impressionnait l'autre, tout. Parce qu'il y avait plus de blessés cette époque-là que de morts. On a eu les batailles et tout, là. Oui, ici. Vous chercher à tirer dans le tambour au plus agréable pour que tout le monde soit mélangé. Bon point, ça devrait être ça. Il essayait les tambours et les officiers, mais comme je vous dis, c'était pas précis. On dit souvent avec des bravales, à 50 mètres, on peut rentrer à peu près 4-5 pouces, mais pas c'est ça. C'est une balle ronde, hein, puis le canon il est lisse, ça va partout. Et plus tard, ils ont inventé le canon rayé, avec des balles de plomb. C'est plus long à charger. Et puis la balle était rayée, elle pouvait rester droite quand ça s'en allait. Là, l'Église n'aimait pas ça parce qu'ils disaient que c'était un fusil du diable. Le gars, il vise, puis la balle à bouche du gars. Maman, on est là. On voit les soldats réguliers, il y avait toutes des baïonnettes à l'époque. Et la milice, puis les différents fusils, pas combien de baïonnettes. Seulement des baïonnettes à bouchon. Les baïonnettes. Il va nous tirer dessus. Il avançait toute la slope quand il était dans sa poche, il donnait charger, il se rendait dedans. Puis oui, à l'époque, il se mettait à pied comme ça, mais il se faisait 30-35 ans. Passez les arbres du côté de lever. Remettez la baïonnette.
Qu'est-ce que le thé? Qu'est-ce que Messieurs, un homme. Pour la cage. De bataille. Vous avez d'un côté les troupes anglaises, nous avons du côté des troupes anglaises les 78e Fraser Highlander avec le kit assez facile à reconnaître. Et nous avons des corsaires près du canon. Les corsaires, c'est souvent des gens qui sont quasiment des mercenaires. Dans ce cas-là, ça veut dire que les Anglais payaient mieux que les Français, donc on pris le côté des Anglais. De l'autre côté, nous avons les troupes françaises. Complètement à ma gauche, vous avez les régiments réguliers ou réglés qu'on appelle. Comme je disais, c'est le premier régiment qu'on voit en blanc et rouge. C'est le régiment de Béarn, de la région de Béarn. Là, vous allez vous dire, pour la question, quelle est la couleur des troupes françaises? Blanche, vous étiez là hier, c'est pour ça? OK, les troupes du Royaume de France ou du roi français vont être blanches.
est blanc ou gris. Les Anglais, on ne s'ostine pas, c'est rouge, c'est assez évident. Donc, on va avoir, si vous remarquez sur les vestes, il y a des couleurs différentes sur le bas des manches, qu'on appelle les parements. Le régiment de Béarn a des parements rouges et une veste rouge. Si vous allez complètement au bout de la ligne, vous avez des gens avec une parement bleu et veste bleue. Ça, c'est le régiment de Landerneau. Je vais vous dire, ça va faire un peu de bruit. Et si vous avez des enfants, prévoyez, vous avez des chiens ou des animaux, même chose. Il va y avoir plusieurs bruits de ce type. Donc, comme je disais, le régiment de Languedoc a les parements bleus et le régiment au centre, qui est les compagnies franches de la marine, qui ont une veste grise et bleue. C'est les compagnies franches de la marine. Les compagnies franches de la marine sont des compagnies qui sont dirigées, ni plus ou moins, par le ministère de la Marine. C'est pour ça qu'on les appelle compagnies franches de la Marine. Et le mot franche veut dire que chaque compagnie est indépendante l'une de l'autre. Le régiment de Languedoc et le régiment de Béarn sont des régiments de l'armée de terre, ce qui est différent. Comme vous avez pu remarquer, on va commencer la bataille en utilisant les canons dans le but d'affaiblir l'ennemi le plus possible sans contact. Un canon va être porté dans 300 et 400 verges. Ça veut dire à peu près 300 mètres gros maximum. À l'époque, c'est à peu près ça les portées. On considère un canon l'équivalent d'une compagnie d'infanterie. Une compagnie, à l'époque, c'est 40 hommes, entre 30 et 40 hommes. Plus que la guerre va avancer en Nouvelle-France, plus les compagnies vont diminuer leur nombre parce qu'on manque de recrutement. Donc, leur nombre va diminuer un peu, mais ça varie entre 30 et 40 personnes. Par la suite, vous allez voir des troupes complètement, si je regarde les troupes françaises, complètement à droite, des gens habillés avec une chemise blanche, on appelle ça la milice canadienne. Eux vont s'habiller un peu à l'amérindienne. Donc, ils vont porter des mocassins, les mêmes habits, sauf un peu francisés, donc ça va être de la laine au lieu du cuir. Et on va porter tout simplement une chemise. D'ailleurs, du de la langue gallo au début de la guerre de la conquête, les Anglais disaient qu'ils se battaient comme des fantômes. Parce que les miliciens avaient leur chemise blanche, ils se cachaient derrière un arbre, ils tiraient un coup, ils allaient se recacher, ils rechargeaient leur fusil, ils ressortaient ailleurs, ils tiraient un coup. Et les Anglais, la seule chose qu'ils voyaient, c'était des taches blanches qui sortaient, ils leur tiraient dessus. Et les autres ont dit, on fait la guerre à des fantômes. Autre caractéristique de l'habillement, vous avez remarqué que les miliciens ont une tuque. Pourquoi porter une tuque alors que tout le monde a des beaux tricornes? Ben, c'est parce que dans le bois, une tuque, c'est de la barbe. Donc, le tricorne, par expérience personnelle, ça s'accroche partout dans les branches. Donc, pour l'avoir fait, je vous disais, après 15 minutes, j'ai fait garocher mon tricorne au bout de mes bras. Donc, on va mettre une tuque qui est beaucoup plus pratique dans le bois. Les miliciens vont adopter une tactique, justement, de guérilla, un peu qu'on appelle de raid et d'embuscade. Donc, on va se cacher derrière les arbres, on va tirer des coups, on va aller se cacher ailleurs, on va sortir, on va tirer un coup, on va aller se cacher, on va réarmer, et on va faire ça constamment. Alors que les troupes réglées vont rester en une ligne étendue, tant du côté français qu'anglais. Pourquoi qu'on se met en une ligne? C'est que la précision des armes n'est pas très grande. La portée maximale des armes, des mousquets, c'est environ 80 verges. Ou si vous préférez, 60 mètres. À 80 verges, vous avez 3 chances sur 20 d'attraper votre cible. Si on réduit à 40 verges, on tombe à peu près à une chance sur 3. Donc, plus qu'on va être prêt, mieux que c'est. C'est pourquoi que vous voyez que les batailles sont faites de très près
un de l'autre. En étant sur une ligne, mais ça permet de faire un mur de plomb pour avoir plus de chances d'attraper l'ennemi. Autre raison qui n'est pas applicable au Canada, en Europe, qui n'est pas applicable au Canada, c'est les charges de cavalerie. La façon de bloquer une charge de cavalerie, c'est mettre sa baïonnette sur son fusil, planter son fusil sur le sol et pointer la baïonnette vers la charge. Et ça va arrêter la charge de cavalerie. Et pour faire ça, il faut être collés les uns sur les autres. Mais au Canada, à cause des forêts, il n'y a pas de cavalerie. Tu peux tenir une ligne droite comme ça dans le bois, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible. C'est pourquoi que les miliciens n'utilisent pas cette technique-là. Il y a juste les miliciens canadiens qui utilisent ça jusqu'à des années 1710. À partir de 1710, il y a des troupes américaines qu'on va appeler les Rangers qui vont utiliser des tactiques similaires aux milices canadiennes. La milice canadienne de 1670 à 1710 était considérée pratiquement comme invincible. Les officiers anglais n'avaient extrêmement peur, puis c'était très rare qu'ils gagnaient des batailles contre eux, surtout quand ils se battaient dans les bois à faire la petite guerre qu'on appelle la guérilla. Vous entendez le tambour. Le tambour, ça c'est un élément très important ou de la musique durant ces batailles-là. Vous entendez, il y a beaucoup de bruit. Comment faire pour transmettre les ordres? La façon simple, c'est par des airs de musique. Il y a plusieurs airs de musique, il y en a une douzaine. Selon les circonstances et l'air de musique, ça donne des ordres. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on replie, etc. Et ça va dire quoi faire pendant la bataille. Donc la musique va avoir une très grande importance. Chaque compagnie a un tambour. Après qu'on ait bombardé comme ça, avec l'artillerie, on devrait voir la milice tenter d'avancer pour prendre le canon. La prise d'un canon, c'est très important. Comme je dis, ça représente l'équivalent d'une compagnie. Donc, on va vouloir prendre le canon. La milice, comme je dis, vous les voyez, sont cachés, accroupis. Ils ne sont pas debout, droit devant l'ennemi. On se cache. Alors que les troupes réglées, ils se tiennent droite pour vaincre l'ennemi. Et ils vont maintenir la ligne. Vous voyez, ça avance un à côté de l'autre et ça va avoir une certaine attaque. Autre chose, les scalps. Oui, on dit que les Amérindiens faisaient des scalps, il n'y a pas juste eux qui en faisaient. La milice canadienne était spécialiste là-dedans. Dans toutes les batailles, on faisait des scalps. Le scalp, pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand l'ennemi est à terre, on découpe juste au-dessus du toupet. Et on prend un morceau de peau et on fait comme un lapin et on enlève les cheveux. On peut souffrir d'une telle blessure. Il y a quelques cas dans l'histoire où les gens ont survécu et même un qui a survécu à 70 ans et plus. Mais donc, on peut souffrir d'un type de blessure. Pour les Premières Nations, c'était très important, c'était une façon de montrer leur bravoure. Mais aussi, c'était une façon de terroriser l'ennemi et de créer une peur chez l'ennemi. Ce qui fonctionnait très bien, soit dit en passant. Vous avez peut-être remarqué que souvent les fusils ne tirent pas. Il va y avoir une ratée environ 1 à 2 fois sur le coup. Tout dépend de l'humidité de l'air, l'eau des chanceux. La qualité de la pierre et l'entretien du fusil. La qualité de la poudre. Si vous avez de la mauvaise poudre, le fusil va s'encrasser plus vite, puis ça va tirer moins bien. Donc, c'est ça, raté. Il y a un bon tireur à l'époque qui est capable de tirer 3 coups minutes. Je parle d'un bon tireur et je parle de tirer. Je ne parle pas de viser. Grande nuance. L'arme pour l'armée française et britannique durant la guerre de 7 ans ou la guerre de la conquête, c'est 2 coups par minute.
vous voyez de toute façon, c'est beaucoup plus lentement que ça. Mais c'est juste pour vous dire que la cadence de tir n'est pas nécessairement très rapide, mais on essaie de parer des deux côtés. Je reviens sur la milice. Chose intéressante, la milice est ni plus ni moins un service militaire obligatoire. Tous les hommes de 16 à 60 ans dans la colonie font partie de la milice, sans exception. Donc, vous devez vous présenter une fois par mois à l'entraînement, habituellement après la grande messe du dimanche, et fournir vos habits, un fusil pour l'entraînement. Si la colonie est attaquée, vous pouvez être appelé à défendre la colonie. J'ai dit que pour fournir votre équipement, ça implique que vous devez avoir un fusil. Tous les hommes de 16 à 60 ans doivent avoir un fusil sous peine d'amende. Si vous n'avez pas de fusil, on peut vous arrêter et vous imposer une amende. Si vous arrivez au magasin, vous n'avez pas de fusil, mais vous n'avez pas assez d'argent, le magasin est obligé de vous offrir un crédit pour acheter le fusil. Il n'a pas le droit de vous empêcher de posséder le fusil. Et même, il est arrivé avant certaines guerres, dont la guerre de succession d'Espagne, que le roi de France a fourni des fusils aux habitants pour pouvoir se défendre. Souvent, les miliciens avaient deux fusils, un de bonne qualité qu'ils laissaient à leur femme. Ils allaient en campagne, puis ils demandaient avec leur vieux fusil, ils allaient voir l'armurier du roi. Mon fusil ne fonctionne pas, je vais avoir un nouveau fusil. Souvent, c'est ce qui se faisait. Une tactique que les fraiseurs faisaient très souvent, là je sais, ils vont probablement en faire, ils vont tirer leur coup quand l'ennemi se rapproche, et qu'ils aient tiré leur coup, ils vont s'aligner, ils vont tirer leur coup, ils vont laisser tomber leur fusil, ils vont prendre leur clé mort et de leur grande épée qu'ils ont à la taille, et ils vont charger avec l'épée. Et ça, durant les batailles, surtout en Europe, des années 1700, ça va faire des ravages énormes sur le champ de bataille. Par contre, pendant les plaines, la bataille des plaines, les Écossais ont utilisé cette tactique-là vers la fin de la bataille, et ça n'a pas été une bonne idée pour eux. Ils ont perdu 80% des membres de l'unité. Les miliciens, ce qu'ils ont fait, ils sont venus sur une ligne juste en avant d'un champ de maïs. Ils ont tiré leur coup, ils ont été se cacher dans le champ de maïs. Il y avait un autre qui était dans le champ de maïs déjà chargé. Quand les Écossais ont tiré, ils ont sorti, ils ont tiré les Écossais avec leurs fusils. Après la bataille, on va y aller. Et là, ils ont perdu 70 à 80% de leurs membres. Donc, c'est un peu comme ça, vous voyez que la guerre va se passer. À un moment donné, vous allez voir que un des deux camps va lever un drapeau. C'est pour demander de parlementer avec le boss. Avec l'ennemi, avec le chef ennemi, excusez-moi. Mon cerveau commence à ralentir. À l'époque, pour dire qu'on serait ou qu'on veut parlementer, on va lever le drapeau de la couleur de l'ennemi. Que si on veut se rendre à des Anglais, on va lever un drapeau rouge. Si on veut se rendre à des Français, on lève un drapeau blanc. Vous avez remarqué que les Français ont un drapeau blanc. Ils l'ont fermé. Le chapeau. Non, je ne le vois pas. Ils l'ont pas emmené aujourd'hui. Ils tombent avec, ouais. Donc, il y a un drapeau blanc. Là, durant la guerre napoléonienne, il y a un petit problème. C'est que les Français ne reconnaissent plus le drapeau blanc. Parce que c'est le drapeau tricolore qui existe. Et là, les pays ont pas mal été tous conquis par Napoléon. Les pays ennemis lèvent le drapeau blanc pour dire aux Français on veut parler. Mais les Français ne reconnaissent pas le drapeau blanc. Parce que les autres, c'est tricolore. Et graduellement, à cause de ça, le drapeau blanc va devenir le signe de reddition. Là, ils se sont parlementés et ils ont donné des conditions de reddition. Il y a deux types de conditions. Ça, vous vous rendez, puis vous fermez votre gueule, puis vous en allez chez vous, ou on vous prend prisonnier, ou vous pouvez avec les honneurs de bataille. À quoi ça consiste?
La reddition avec honneur de bataille, ça consiste à ce que les soldats vont pouvoir retourner chez eux en jurant de ne pas revenir combattre avec leurs fusils et leurs drapeaux. Les drapeaux, c'est très important. Si vous voyez le drapeau en les trésors, vous avez le signe de l'unité, ainsi de suite. Ça représente le cœur de l'unité. Tomber avec le drapeau, vous ne verrez jamais le drapeau à terre. On va toujours s'assurer qu'un soldat tienne le drapeau. Donc, c'est un peu la façon qu'on va procéder. On va attendre un peu qu'ils finissent leurs mesures de sécurité.